Quand nous étions ici il y a un an jour pour jour, je n'aurais certainement pas imaginé que nous serions de retour aujourd'hui et que ces massacres continueraient. Il n'y a jamais eu de période, dans cette guerre de 100 ans, où les combats ont duré aussi longtemps, causant la mort de tant de personnes. C'est une période sans précédent dans une guerre qui dure depuis un siècle. Je me demande, que feront les 1 million d'enfants de Gaza dans 20 ans? Le conflit à Gaza est une fabrique de création de terrorisme israélien et il n'y a aucun signe de fin. J'ai quelques questions pour vous. Premièrement, j'essaie de comprendre votre affirmation, votre crainte, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, au sujet de cette prochaine génération, que vous décrivez comme un terrain fertile pour le terrorisme que Gaza deviendra. Il y a eu d'autres guerres auparavant. Je ne veux pas faire de comparaison, mais la Seconde Guerre mondiale, la destruction en Allemagne, la destruction du Japon, cela n'a pas conduit à des générations futures de terroristes. Donc, si Dieu le veut, Gaza émergera gouverné par autre chose qu'un groupe terroriste désigné internationalement. Pourquoi? Pourquoi pensez-vous que c'est une hypothèse dangereuse de dire que les enfants de Gaza d'aujourd'hui seront les terroristes de demain? N'est-ce pas une dangereuse hypothèse que vous faites? Oui, c'est une hypothèse dangereuse. Et il y a une différence distincte, définitive et déterminante entre les exemples que vous citez. C'est que cela continue et qu'il n'y a aucune fin en vue. Dans cet échange tendu au sein des Nations Unies, un représentant australien livre un témoignage poignant et profondément personnel sur l'impact dévastateur de la guerre en cours, particulièrement sur les enfants. Sa voix, tremblante d'émotion, évoque des statistiques insoutenables, des vies brisées et la réalité effroyable des jeunes victimes. Mais ce discours sincère se heurte à un défi immédiat. Un journaliste israélien, implacable, le confronte sur ses prédictions concernant l'avenir de Gaza, en faisant des parallèles inattendus avec l'Allemagne et le Japon après la Seconde Guerre mondiale. Ce face-à-face devient alors une danse de questions et de réponses qui explore les racines du conflit, la complexité des responsabilités internationales et les espoirs ténus d'une paix véritable. Vous allez découvrir une conversation qui ne se contente pas de revisiter des faits, mais qui soulève des interrogations essentielles sur la justice, la souffrance humaine et le rôle de la communauté internationale dans ce drame sans fin. Accrochez-vous, car la suite promet de révéler des perspectives à la fois choquantes et indispensables. Avant de continuer, nous vous invitons à soutenir la chaîne en vous abonnant si cela n'a pas encore été fait, et de laisser un j'aime à la vidéo. Merci. Quand nous étions ici il y a un an jour pour jour, je n'aurais certainement pas imaginé que nous serions de retour aujourd'hui et que ces massacres continueraient. Il n'y a jamais eu de période, dans cette guerre de 100 ans, où les combats ont duré aussi longtemps, causant la mort de tant de personnes. C'est une période sans précédent dans une guerre qui dure depuis un siècle. Nous haussons les épaules parce que la guerre dure depuis si longtemps, et il est compréhensible, mais regrettable, que l'impact de la tuerie de ces presque 13 derniers mois nous échappe. Je veux dire, les statistiques sont accablantes. Vous connaissez les statistiques. Je ne veux vous donner qu'un ou deux chiffres concernant toutes ces tueries. Ce qui me touche le plus, c'est la mort des enfants. Et cela reflète le fait que je suis père, grand-père, et que dans environ un mois, je deviendrai arrière-grand-père pour la première fois. Les enfants, ça compte pour moi. Le 7 octobre, 38 enfants israéliens ont été tués. L'un d'eux avait moins de 2 ans. Depuis lors, au moins jusqu'à la semaine dernière, 13 319 enfants ont été tués à Gaza. Parmi eux, 786 avaient moins d'1 an, et en plus, 165 enfants ont été tués en Cisjordanie. Voilà le seul chiffre que je veux vous donner. Et c'est un chiffre qui, pour moi, dit tout. Les enfants ne sont pas des terroristes. Les enfants ne sont pas des terroristes.
Et pourtant, entre ce qui s'est passé dans le sud d'Israël le 7 octobre et ce qui s'est passé depuis, des milliers et des milliers d'enfants ont été tués. Et cela n'inclut même pas ceux qui sont blessés, ceux qui sont sous les décombres. Ceux qui ont perdu des membres. On dit que le nombre d'amputations de membres d'enfants est le plus élevé de tous les conflits dans l'histoire de la guerre moderne. Les enfants qui ont perdu leurs parents. Vous savez, je me demande quand l'actuel Premier ministre israélien, Netanyahou, parle de finir avec le Hamas. Je me demande que feront les 1 million d'enfants de Gaza dans 20 ans. Le conflit à Gaza est une fabrique de création de terrorisme israélien. Et il n'y a aucun signe de fin. Navi a fait référence à la décision de la Cour internationale de justice. C'est un événement marquant, même pour nous juristes, un événement extrêmement important pour la détermination juridique de l'état de la situation actuelle. Et c'est une voie à suivre, car cela fournit la base sur laquelle toute discussion de paix, si elle devait avoir lieu, pourrait se construire. La loi fournit la fondation. Et les négociations de paix ne peuvent pas modifier cette fondation. Mais cette décision fournit les fondations sur lesquelles les briques peuvent être construites. Et je suis très heureux que nos rapports aient contribué à la décision prise par la Cour internationale de justice. Mais je suis aussi très conscient que nos rapports, la décision de la Cour internationale de justice, 4 résolutions adoptées par le Conseil de sécurité ces 13 derniers mois, les résolutions de l'Assemblée générale. Aucune de ces actions n'a permis de sauver un seul enfant. Nous pouvons donc être fiers de la décision de la Cour internationale de justice, et nous le sommes. Les États membres du Conseil de sécurité peuvent se réjouir parce qu'ils ont réussi à obtenir un consensus sur 4 résolutions, alors qu'en général, ils n'y parviennent pas. Mais malheureusement, pas un seul enfant n'a cessé de mourir à cause de toutes ces actions. Et c'est la réalité à laquelle tout le système des Nations Unies est confronté aujourd'hui. J'ai quelques questions pour vous. Premièrement, j'essaie de comprendre votre affirmation, votre crainte, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, au sujet de cette prochaine génération, que vous décrivez comme un terrain fertile pour le terrorisme que Gaza deviendra. Il y a eu d'autres guerres auparavant. Je ne veux pas faire de comparaison, mais la Seconde Guerre mondiale, la destruction en Allemagne, la destruction du Japon, cela n'a pas conduit à des générations futures de terroristes. Donc, si Dieu le veut, Gaza émergera gouverné par autre chose qu'un groupe terroriste désigné internationalement. Pourquoi? Pourquoi pensez-vous que c'est une hypothèse dangereuse de dire que les enfants de Gaza d'aujourd'hui seront les terroristes de demain? N'est-ce pas une dangereuse hypothèse que vous faites? Oui, c'est une hypothèse dangereuse. Et il y a une différence distincte, définitive et déterminante entre les exemples que vous citez. C'est que cela continue et qu'il n'y a aucune fin en vue. Alors, quand la fin viendra, que ce soit dans des semaines, des mois... Des semaines, des mois, cela fait 100 ans que ça dure. Des semaines, des mois... Gaza est occupé depuis 100 ans? Non, la guerre dure depuis 100 ans. Également pour Israël. Enfin, depuis 75 ans. Je ne le nie pas une minute. Je dis que cette guerre dure depuis 100 ans et qu'il n'y a aucun signe d'une fin en vue. Pour aider ces enfants, pour aider Israël, ça doit s'arrêter. Ensuite, il y a une possibilité. Mais tant que cela ne s'arrête pas, il n'y a aucune chance. Concernant le rapport lui-même, je souhaite obtenir des éclaircissements, car cela semble être une boîte de Pandore. L'une des conclusions de votre dernier rapport
qui affirme que tout ce qui aide Israël à mener ou à poursuivre ce que l'on appelle une occupation doit cesser. Toute assistance des États membres. Il y a différentes manières de l'interpréter, et je veux clarifier ce que vous entendez exactement. Car on pourrait dire que tout ce qui profite aux colonies en Judée-Samarie, à Jérusalem-Est ou ailleurs, contribue à perpétuer ce que vous qualifiez d'occupation. Il y a une autre manière de voir les choses où tout ce qui entre en Israël proprement dit, Israël souverain, pourrait alimenter une caisse commune pour lui permettre de perpétuer cette occupation. Votre rapport ne précise pas exactement ce que vous entendez par là. Pouvez-vous, s'il vous plaît, clarifier? Le président m'a confié cette question. Premièrement, oui, nous avons qualifié cela d'occupation. C'est aussi ce qu'a fait la Cour internationale de justice. C'est maintenant une décision prise par l'instance judiciaire la plus autoritaire du système international. Il n'y a rien de plus haut que la Cour internationale de justice. Et il n'existe pas d'endroit où obtenir une opinion plus haute, ou même une opinion alternative. Donc la raison pour laquelle nous avons fait cette recommandation en premier lieu est que nous avons estimé que, bien que nous soyons compétents en tant que commission d'enquête, avec Navi Pillay comme présidente, c'était une question nécessitant une décision autoritaire de la Cour internationale de justice. Et cette instance a décidé de manière écrasante, ce n'était pas serré, de manière écrasante, que l'occupation était illégale. Donc, notre opinion a été supplantée par celle de l'instance la plus autoritaire du système international, et c'est la Cour qui a dit que les États, individuellement et collectivement, ont la responsabilité de ne pas aider ou assister la poursuite de l'occupation, le maintien des colonies, la création de nouvelles colonies. La Cour a laissé au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale le soin de donner corps à cette décision, à cette position, et notre document de position est conçu pour cela. Nous avons d'abord indiqué que la décision de la Cour s'applique au territoire palestinien occupé. La Cour a été interrogée sur l'occupation, et c'était tout. Et elle a commenté l'occupation, c'était tout. La Cour a aussi fait référence au fait qu'il fallait faire des distinctions politiques, qu'il y avait des questions d'économie, de finances, de militarisation ou de commerce d'armes, et ainsi de suite. Et nous avons cherché à expliquer cela. À notre avis, l'obligation de ne pas aider ou assister s'applique à l'occupation et aux colonies israéliennes dans le territoire occupé. Là où la complexité entre en jeu, en lien avec votre question, c'est quand ce n'est pas clair, ou pire, quand les autorités israéliennes brouillent volontairement ce qui est fait en rapport avec l'État d'Israël et ce qui est fait en rapport avec les territoires palestiniens occupés. Si, par exemple, une partie de l'armée était exclusivement destinée à la défense de l'État d'Israël contre une invasion étrangère, cette partie de l'armée ne serait pas couverte par la décision de la Cour internationale de justice. Mais lorsque l'armée entière est utilisée dans le cadre de l'occupation, alors la décision s'applique. Si un État estime qu'aider l'occupation économiquement serait la conséquence de commercer des produits des colonies, alors l'État pourrait décider de ne pas commercer ces produits des colonies. Mais si l'État d'Israël apposait le tampon produit en Israël sans distinguer entre ceux fabriqués dans les colonies et ceux fabriqués dans l'État d'Israël, cette confusion aurait des implications bien plus larges. Il y a donc d'abord une obligation de diligence raisonnable pour les États afin de déterminer quels aspects de leurs relations soutiennent la poursuite de l'occupation ou le maintien des colonies, et ce qui ne le fait pas. Et s'il y a un manque de clarté, alors l'obligation de diligence raisonnable passe à l'État d'Israël de faire ces distinctions. Ce que nous avons dit dans notre document de position
c'est que la décision de la Cour s'applique à l'occupation du territoire et au maintien des colonies dans ce territoire, mais que cela nécessite un examen des relations pour déterminer ce que cela couvre. Et s'il y a un doute, alors il se pourrait que les implications de la décision soient plus larges.